Alors, ce qui est difficile, c'est que quand on est un artiste de renom, comme toi ou comme d'autres, on n'a malheureusement pas le droit à l'erreur. Donc souvent, la moindre erreur, le moindre égarement, le manque de quelque chose fait que tout le monde te critique, tout le monde te pointe du doigt. Est-ce que tu as déjà déclaré que c'était difficile d'être Koffi Olomidé? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça et justement de la difficulté qu'on peut avoir quand on est un artiste et qu'on est constamment pointé du doigt, critiqué et qu'on subit des méchancetés alors que finalement on n'a rien fait? Oui, je l'ai dit récemment, c'est pas facile d'être Koffi. Mais c'est pas facile non plus d'abattre Koffi. Beaucoup d'Africains, beaucoup de gens de partout, à la suite de ce qui s'est passé dernièrement, m'ont carrément demandé de quitter le Congo, de changer de nationalité, parce que. Mais j'aime mon pays, le Congo quand bien même, et je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un lâcheur, je ne suis pas un dégonflé. Je vais me battre. Je suis congolais, je vais le rester. Et puis voilà. Je ne désespère pas de ce qu'un jour, l'intelligence dans mon pays supplante tout, prenne la première place et que ce soit l'outil qui fasse fonctionner tout le monde. Je ne désespère pas. Donc, cela dit, oui, je suis congolais, je souffre. Plus quand je vois les dégâts que ça cause autour de moi, chez les gens qui m'aiment bien, plus qu'autre chose. Moi, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un saint, mais avec Koffi Olomidé, il y a toujours des excès. Alors Koffi, alors tu as subi les médisances des uns et des autres. Quand on est un grand artiste comme toi, malheureusement, on peut être attaqué par les médias, par le public aussi. Donc il peut y avoir aussi de la désinformation. Donc il faut savoir qu'il y avait eu cette attaque te concernant le fait que tu n'étais pas présent aux funérailles de Papa Lutumba, alors que tu n'as pas pu être présent aux funérailles de ton propre père. Donc ça n'a pas été évident pour toi justement parce que pour les funérailles de ton propre père, tu n'étais pas ici, tu n'étais pas en France, tu ne pouvais pas y aller. Mais tu dénonces en quelque sorte les matangas, donc tout ce qu'il y a autour de tout ça, l'hypocrisie qu'il peut y avoir du fait qu'on puisse croire que se présenter à un deuil veut dire qu'on aimait le défunt. Et tu avais dit que les matangas n'étaient plus du tout comme auparavant. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu ta vision de la chose? Dans mon cas, c'était moins de la désinformation, c'est-à-dire des erreurs, mais de la méchanceté, bien orchestrée, bien pensée, bien organisée. Mon succès a toujours dérangé. Ça fait trop longtemps que ça dure, au regard de certains et de beaucoup. C'est ça le problème. Le problème de Koffi Olomidé, c'est qu'il s'appelle Koffi. Rien d'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai fait une chanson, Dieu voit tout, il y a peut-être 20 ans, 25 ans. On avait annoncé ma mort. On avait annoncé ma mort, c'est-à-dire tout le pays avait appris que Koffi Olomidé était mort. Et je ne sais pas qui a décrété que moi j'avais le sida. Il y a 25 ans à peu près. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous me voyez, vous me regardez, je suis fringant, je suis là. Et c'est à la suite de ça que, quand j'ai vu ma maman pleurer, parce qu'on avait annoncé, alors que ce n'était pas le cas, la mort de son fils Antoine, c'est comme ça que j'ai écrit cette chanson-là, Dieu voit tout. Ça a commencé là. J'ai fait une autre qui s'appelait Apôtre Lobolingo, l'apôtre de l'amour, petit frère à Jésus. J'en oubliais des meilleurs, Tchatcho du sorcier. C'est-à-dire, chaque fois, il y en avait une concernant Koffi Olomidé et ce n'était jamais des minces. C'était toujours des trucs vraiment croustillants, vraiment. Tout le pays était tenu en alerte. Par exemple, là, j'ai juste fait une émission avec une fille que certains n'aimaient pas. Mais je n'aurais jamais dû faire une émission avec cette fille-là du Congo. Rien que pour ça, c'est toute une affaire d'État aujourd'hui.
alors que la même fille fait les émissions avec d'autres gens, d'autres artistes. C'est des trucs comme ça. C'est des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne me laisserai pas abattre par ça, par ces méchants, par ces mécréants, par ces médisants. Je ne me laisserai pas abattre et je ne changerai pas ma route pour eux. Voilà. J'ai résumé mon état d'esprit. Mon père était quelqu'un d'impénétrable. Il avait très peu d'humour. C'était vraiment le papa, au sens du mot papa. L'autorité dans notre maison. Super beau gosse, il était tout le temps sûr de lui. Moi, je l'admirais plus qu'autre chose. Mais je me disais, quand je voyais les papas de mes copains, certains de mes copains, je me dis, ah, mon père aurait pu être beaucoup plus riche, un homme beaucoup plus assis dans la vie. Parce que lui, il était plutôt au milieu, médium, dans la bonne moyenne, au-dessus de la bonne moyenne. Mais moi, en fait, c'est ce que je souhaitais pour moi, que je pensais quand je regardais mon père. Mais il était toujours propre, élégant, il avait sa voiture. Je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait comme boulot, il me disait, il travaillait là-bas, il travaillait ici. Donc j'étais assez fier de lui, mais c'était un papa sévère, très austère. Et puis voilà, quoi. Il est mort. C'est là que j'ai senti que je ne lui ai peut-être pas montré mon amour comme j'aurais dû le faire. Mais c'est mon père vraiment que je respecte, que j'admire, que je considère. Je ne sais pas trop comment dire. Donc mon papa, c'est un monsieur exemplaire, un monsieur digne, un monsieur loyal, un monsieur droit. Et puis voilà. J'aurais juste aimé qu'il fût beaucoup plus riche. Mais il n'était pas pauvre, il n'était pas dans le besoin. Voilà. Je suis né à Kisangani, une ville du Congo, un peu par accident, parce que mon père n'est pas de là-bas, ma mère non plus. Mon père était footballeur, très beau garçon. Ma mère était une de ses copines. Et ils sont partis un peu comme beaucoup de couples jeunes, en week-end, je ne sais pas moi, en vacances. Je n'étais pas là pour vous donner plus de précision. Mais elle était déjà enceinte, quasiment à terme, c'est-à-dire style 7-8 mois. Grossesse de mois, au fil Olomide, Antoine. Et quand ils sont arrivés là-bas, mon père est tombé amoureux d'une femme et est parti avec cette femme quelque part dans une ville, je crois, ça s'appelait Ligimba. C'est ce que je crois, on m'a dit, j'ai entendu. Ligimba, ça s'appelait. Et puis il a disparu, il a quasiment oublié ma mère. Ma mère m'a mis au monde sans que lui soit là. Et la femme chez laquelle ils sont arrivés est restée donc avec ma maman. Et elle-même, elle avait accouché pendant la même période. Et moi, quand je suis né, j'étais vraiment un enfant mal en point. Et puis, maman Antoinette, la femme du propriétaire de cette maison-là, m'a donné le prénom Antoine, comme son mari lui-même n'était pas là aussi à cette époque-là. Voilà. Donc, j'ai porté le nom du mari de maman Antoinette parce que ma mère ne pouvait pas me donner un prénom d'origine sierra-léonaise parce qu'elle était elle-même vraiment à deux doigts de perdre sa vie quand je suis né. Et puis, quand mon père est revenu, a réapparu, et j'avais peut-être 8 mois ou 9, je ne sais plus, par gratitude vis-à-vis de cette maman, il a décidé que mon prénom aussi serait Antoine, qui était le prénom du mari de maman Antoinette. Alors que ma mère, comme je suis né un vendredi, avait décidé de m'appeler comme on appelle les enfants nés dans l'ouest de l'Afrique, Kofi, c'est-à-dire j'étais né un vendredi. Alors quand tu étais petit, on te surnommait Sekele, c'est-à-dire le secret.
Ça veut dire secret. Secret. Et donc, toi, tu étais un élève plutôt brillant, studieux, donc tu as obtenu un bac scientifique. Ta maman a vendu sa voiture, elle t'a envoyé en France pour continuer tes études, donc à l'université de Bordeaux, où tu as obtenu un diplôme en technique de commercialisation, en sciences commerciales. Alors, Kofi, ton papa n'était pas vraiment d'accord que tu empruntes cette voie parce que pour lui, le milieu de la musique était un milieu où il y avait pas mal de gens pas recommandables du tout. Il avait raison, mon père. Et ça n'a pas été facile, donc pour lui d'accepter cela. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu tout ça, ce point de vue? Oui, mon père était un type carré. J'aurais dû dire cartésien, c'est-à-dire un monsieur logique. Et tout ce qui était un peu féerique, un peu illusoire, un peu poétique, c'était pas du tout son truc, c'était pas du tout son affaire, c'était pas son... Il aimait pas. Et expert comptable de formation qu'il était, il était hors de question qu'un de ses enfants fasse chanteur, artiste, saltimbanque, comédien, amuseur. Et il n'acceptait pas. Mais je pense qu'il a repéré en moi un talent particulier. Et c'est ce qui a fait peut-être qu'il a toléré que je fasse cela. Je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de mes chansons, les chansons écrites par moi, chantées par les autres chanteurs qui étaient des vedettes à l'époque, c'était chaque fois des hits. Tout le pays en parlait, tout le monde aimait. C'est peut-être ce qui l'a fait reculer, mais c'est surtout le fait que je suis parvenu à aller jusqu'au terme de mes études. Parce qu'il m'expliquait toujours que les études, c'est capital. Il faut toujours être parmi les 3 premiers, ou au pire parmi les 5 premiers. Et c'était souvent le cas. Dieu merci. Moi, je remercie mon papa pour ça, pour sa rigueur, pour sa ténacité, pour son refus des compromis, de la complaisance. Donc, je le remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, je suis fier de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il a fait de moi. Il n'est plus là, mais je ne le remercierai jamais assez. Donc voilà.